Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver. Nouveau numéro d'International, l'émission de TV5 Monde de RFI, réalisée en collaboration avec le quotidien Le Monde. Notre invité aujourd'hui, Matthias Fekl. Merci d'être avec nous, monsieur le ministre du Commerce extérieur. Vous êtes en charge également de la promotion du tourisme en France, ça c'est plutôt bien, plutôt facile. Et puis vous avez également en charge la relation avec les Français de l'étranger qui nous regardent également, quelques 2,5 millions de personnes. On évoquera ça tout à l'heure. Une singularité dans votre personnalité, vous êtes le premier des ministres de la Ve République en France, c'est-à-dire depuis une cinquantaine d'années, à être à la fois français et allemand. Vous êtes également le plus jeune membre du gouvernement, à égalité avec la ministre de l'Éducation. Et puis on a beaucoup de questions à vous poser avec Virginie Malingre, chef du service éco du Monde, et Sophie Malibaud de RFI. Peut-être tout d'abord cette sorte de fatalité, en tout cas de difficulté, un déficit du commerce extérieur français l'année dernière aux alentours de 60 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'un ministre peut changer à cette situation? C'est pas vous qui le faites. Sur les entreprises qui vont réussir ou non à changer cette donne. Il n'y a pas de fatalité. Ça fait effectivement de 2002 à 2011 que les choses se sont dégradées de manière considérable. 61 milliards d'euros de déficit encore l'an dernier, vous l'avez rappelé. Alors les choses vont un peu moins mal, mais ça évidemment, il ne faut pas se reposer là-dessus. Et vous avez raison de dire que c'est d'abord la force de notre économie qui fera aussi la force de notre commerce extérieur. D'où l'importance. C'est pas le ministre, en d'autres termes, qui règle ça. Mais pas tout seul, évidemment. Ouais. Mais qui peut croire que la politique règle les choses toute seule? Ça, c'est pas vrai. En revanche, nous, ce qu'on peut faire, c'est d'abord les réformes importantes pour remettre notre économie sur les rails. C'est tout ce que fait le gouvernement aujourd'hui. Et puis, c'est de faciliter la vie des entreprises à l'export, en particulier des PME. On a identifié ça. On a 2 fois moins d'entreprises qui exportent que l'Italie. 4 fois moins que l'Allemagne. Et par rapport à ces pays, on a un déficit important, c'est que les PME exportent moins. Elles sont moins offensives sur ça, parce que c'est difficile. Et donc vous voulez les aider? Mais il faut les aider, et c'est tout le sens de mon action. On peut en parler si vous voulez, avec à la fois mes délégations qui sont ouvertes aux PME, des déplacements dans les territoires aussi pour valoriser, soutenir les PME qui exportent. Demain, je serai en Haute-Normandie, à l'invitation du président de la région, Nicolas Meyer-Rossignol, du député Christophe Bouillon, pour visiter une entreprise qui justement est plusieurs entreprises qui exportent, qui font de la formation pour ça. Il faut monter tous ces obstacles, les appréhensions, les problèmes de financement, les problèmes culturels aussi, qui bloquent aujourd'hui l'export des PME. Je le disais, vous êtes à la fois français et allemand. Pas de chance, vous êtes dans un gouvernement français. Vous seriez dans le gouvernement allemand, vous auriez un excédent de 200 milliards d'euros. Ça serait quand même mieux. Ça vous agace pas toujours cette comparaison, ce référentiel avec l'Allemagne où ça marche et la France où il y aurait ce déficit constant? Mais ça, encore une fois, ça n'a pas vocation à être toujours comme ça. L'Allemagne, elle a connu des périodes beaucoup plus difficiles pour son commerce extérieur, mais sa force aujourd'hui vient de ces PME qui exportent, qui innovent, qui sont présentes en Europe, qui sont présentes en Asie, qui sont présentes partout. Et donc ça, cette structuration, cet appui à nos PME et à nos secteurs d'excellence, il faut le poursuivre et c'est le cœur de mon action. Sophie Malibaud, RFI. Il y a un problème de compétitivité des entreprises françaises, c'est ça que vous mettez en avant, c'est la cause essentielle de nos difficultés, à part le problème aussi des PME qui sont peut-être pas assez offensives. Il y a un problème de compétitivité, évidemment, il y a un problème de montée en gamme. Il y a un problème d'innovation, être en permanence sur les nouveaux produits. Et puis, il y a aussi un problème de ciblage stratégique. Il faut aller là où il y a de la croissance. Et c'est vrai en Asie. Moi, j'étais en Chine il n'y a pas longtemps avec M. Raffarin, avec 350 PME françaises que nous avons accompagnées pour leur ouvrir des marchés. Donc, il faut être beaucoup plus à l'offensive. Vous savez, la France, elle est forte quand elle est conquérante, quand elle a un esprit pacifique, bien sûr, mais offensif en termes économiques, pas quand elle se replie sur elle-même. Ce qui va être compliqué, c'est que structurellement, le commerce mondial est en recul. Et même la Chine, justement, c'est un exemple de ces pays qui importent beaucoup moins. On est là dans une tendance lourde. Alors, face à un phénomène tel que celui-là, quelles mesures, qu'est-ce que vous envisagez? Comment est-ce que vous voyez les choses? D'abord, on avait encore une fois, en Asie, il y a encore un besoin très important d'exportation, donc d'importation pour les Chinois. Et il y a partout dans le monde, aujourd'hui, l'émergence de classes moyennes, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, et qui ont des besoins de consommation et pour lesquels nos entreprises sont dans l'excellence. Regardez, dans la ville durable, dans tout ce qui est équipement urbain, dans tout ce qui est équipement en tramway, dans tout ce qui est aéronautique aussi pour les déplacements, on peut décliner à l'infini
un certain nombre de secteurs d'excellence française que nous devons structurer et que nous devons accompagner à l'export. On a reçu un certain nombre de vos prédécesseurs ici, j'allais dire tous, mais non pas Thomas Thévenoud, c'est une affaire franco-française, qui a été viré pour avoir, comme il dit, une phobie administrative. Donc vous lui avez succédé. L'objectif était de revenir à l'équilibre des échanges, du commerce extérieur, plus de déficit en dehors de l'énergie à la fin du quinquennat de François Hollande, c'est-à-dire dans 3 ans. Vous maintenez la même ambition, dans 3 ans, il n'y a plus de déficit? Hors énergie, bien sûr. Cet objectif, nous, on fait pour que les choses... Mais vous ne prenez plus cet objectif. Mais, honnêtement, est-ce que vous croyez que dans un contexte où il y a à la fois la politique de change qui entre en compte, où il y a à la fois la croissance mondiale, où il y a toute une série de paramètres, les coûts de l'énergie, etc., qui entrent en compte, on peut comme ça décréter qu'à telle ou telle échéance... C'est pas les journalistes qui l'ont décrété, c'est vos prédécesseurs. Moi, je ne le crois pas. Moi, je ne le crois pas. Nicole Bricq le disait. L'avait décrété. Madame Bricq et Madame Pellerin ont surtout beaucoup travaillé pour mettre en place ce qu'on appelle les familles à l'export, pour structurer de l'offre française dans nos secteurs d'excellence. La santé, dans le monde entier, on attend la France pour avoir... Les médicaments, les hôpitaux. On travaille maintenant pour que les hôpitaux puissent exporter leur modèle, leur savoir-faire partout dans le monde. C'est vrai dans l'aéronautique, c'est vrai dans l'agroalimentaire. Je ne dis pas le contraire, mais simplement cette phrase, ce n'est pas une phrase de journaliste. Ouais. C'était ici même Nicole Bricq qui avait dit à la fin donc en 2017, équilibre. Donc vous dites non, c'est un pari perdu. Dans le contexte très difficile aujourd'hui, je pense que prendre ce type d'engagement, c'est pas ce qu'il faut faire. Ce que nous devons faire, c'est travailler pour faire les réformes de fond qui permettent que les choses aillent mieux. Et c'est vous le ministre, donc nous vous écoutons. J'ai une question. Ce diagnostic que vous faites de nos faiblesses, vous n'êtes pas le premier à le faire. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on entend la même chose. Donc on sait très bien pourquoi la France n'est pas compétitive à l'extérieur, etc. Ceci, tous vos prédécesseurs ont dit la même chose que vous et ça ne progresse pas. Vous dites les choses vont un peu moins mal. C'est pas tout à fait vrai. C'est un peu moins mal en solde, mais parce qu'on exporte moins, on importe moins. Bon, donc... Pourquoi vous arriveriez à changer quelque chose alors que vos prédécesseurs, finalement, n'ont rien réussi à changer? C'est pas moi. Gouvernement. Moi, j'ai jamais pensé et cru à la pensée magique en politique et que quelqu'un comme ça va régler les sujets. Certainement pas. Mais aujourd'hui, il y a, contrairement à ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années, une volonté de réforme très importante. Elle vaut pour la politique d'export, elle vaut pour la politique économique en général. Et voilà, il faut être capable de relever l'ensemble de ces défis et d'aller de l'avant. Et d'ailleurs, moi je note que quand il y a des difficultés économiques comme celles que nous affrontons aujourd'hui, il faut être capable à la fois de fixer des objectifs et ensuite de les dérouler sur une moyenne période, une longue période. Il faut arrêter aussi en permanence de faire des allers-retours en matière de politique économique. Ça, c'est désastreux pour l'ensemble, pour la sécurité et pour la visibilité dont doivent bénéficier les entreprises. Le virage social-démocrate, certains ont même dit social-libéral du président Hollande, peut être une bonne nouvelle en matière d'initiative de ces entreprises? Je ne crois pas du tout qu'il y ait un virage social-libéral et je pense que le social-libéralisme ne sera jamais une clé pour la gauche française. Vous savez, le social-libéralisme, ça a plus de 20 ans. C'est assez ringard en réalité comme hypothèse de travail, où c'est le blairisme, on sait comment tout ça a terminé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a besoin de pragmatisme pour nos entreprises. Il y a besoin de regarder dans les régions ce qui se passe et regarder la réforme territoriale qui doit conforter les régions pour accompagner davantage les entreprises avec tout le travail qui est fait là-dessus dans toutes les régions de France. Il y a besoin de coller au terrain, d'identifier les besoins de nos entreprises et d'essayer d'y répondre. Alors, c'est pas toujours très flamboyant, mais c'est une succession de mesures opérationnelles, performantes qui doivent porter leurs fruits. Quand vous parlez de pragmatisme, vous voulez dire par exemple assouplissement du côté du régime des 35 heures, comme l'a plusieurs fois réitéré Emmanuel Macron, ministre de l'économie. Il n'y a aucune... il n'y a aucune position du gouvernement là-dessus. Le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, l'a encore rappelé. Donc les 35 heures, ça fait 10 ans que tout le monde, M. Gattaz, la droite, etc., font porter toutes les erreurs du monde et toute la misère du monde sur ce sujet-là. Franchement, dans les entreprises, peu de gens disent que c'est aujourd'hui le cœur du problème, bien au contraire. Donc c'est un acquis très important, la réduction du temps de travail. Mais est-ce qu'il est possible qu'on assiste à des assouplissements? C'est ce que dit Emmanuel Macron qui fait bien partie du gouvernement. Mais il n'y a pas, aujourd'hui, le gouvernement ne travaille pas
pour revenir sur les 35 heures de quelque manière que ce soit. Il y a certains secteurs où des négociations permettent, là ou là, quand c'est utile, d'adapter des choses. Mais tout ça, c'est le cas depuis des années. Il n'y a aujourd'hui aucune nouveauté en cette matière. Et tous ceux qui font porter sur les 35 heures, et pourquoi pas sur la réduction du temps de travail sous le Front populaire, toutes les difficultés du pays, à mon avis, se trompent de diagnostic. Vous prenez un peu de distance à propos de ce social-libéralisme en disant c'est une vieille lune, etc. Je reviens à l'Allemagne. Système libéral, système donc alliance de droite, et là, ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'au fond, c'est pas le système politique qui compte, c'est l'organisation des entreprises, leur contexte. C'est le climat général, qu'est-ce qui marche là-bas qui ne marche pas ici? En Allemagne, d'abord, aujourd'hui, beaucoup de réformes sont engagées, y compris par la Grande Coalition, pour revenir sur un certain nombre de dégâts qui ont été créés par les réformes des années 90 en matière de précarisation de tout un pan de la société. Et ce qui marche en Allemagne, encore une fois, c'est la performance à l'export, c'est l'innovation, c'est les petites et moyennes entreprises, le fameux Mittelstand, les entreprises de taille intermédiaire qui sont robustes et qui résistent. C'est ça qui marche en Allemagne. C'est certainement pas les mini-jobs, les mères qui doivent élever seules leurs enfants avec des salaires extrêmement bas. Il est hors de question de transposer ce genre de choses-là en France au moment où l'Allemagne revient dessus, avec le salaire minimum, avec toute une série, encore une fois, d'améliorations. Et pourquoi ce qui marche en Allemagne, donc, ne marche pas en France, par exemple, du côté de l'innovation? Problème au niveau de l'éducation, de la formation? Non, notre main-d'œuvre est très formée. C'est aussi une des plus productives, non seulement en Europe, mais au monde. Mais ce qui marche bien en Allemagne, c'est le lien entre le monde de l'entreprise, le monde aussi de la recherche, et il y a beaucoup d'articulations là-dessus à faire, le financement. Et si on travaille avec la Banque publique d'investissement pour être plus auprès du terrain sur ça, c'est bien parce que ça fonctionne. C'est le rôle des lenders. L'équivalent, toute chose égale par ailleurs, des régions qui sont proches du terrain, qui suivent les entreprises sur longue période. Et cette culture-là, la culture du terrain, la culture de la PME, et pas seulement la culture du grand groupe, c'est quelque chose que nous devons développer en France. Et vous avez raison de dire que ça fait longtemps qu'on le dit. Maintenant, il faut le faire. Certains observateurs avancent l'idée que justement ce modèle allemand, pardon d'insister, mais compte tenu de votre identité double, que le modèle allemand peut-être est en train de s'essouffler. Vous partagez cet élément-là, ce qui ne serait pas d'ailleurs peut-être une bonne nouvelle pour les exportations françaises. Mais est-ce que ce modèle est un modèle qui peut-être peut s'enrayer, comme il y a 10 ou 15 ans, on parlait de l'Allemagne, l'homme malade de l'Europe? Il y a un débat très important en Allemagne là-dessus, notamment en partant du constat que la démographie allemande aujourd'hui est extrêmement faible, et c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, à la différence de la France. À la différence de la France. Mais c'est pour ça que, vous savez, moi je me méfie toujours quand on identifie des modèles et qu'on dit il y a un modèle et il faut tout transposer. Chaque pays a son histoire, chaque pays a sa culture, ses spécificités. Il faut regarder des choses qui marchent et qu'on peut transposer, mais dire purement et simplement le modèle, ça n'existe pas. Le modèle des pays du Nord, le modèle japonais, etc. Tout ça, ça existe à un moment donné de l'histoire. Ça ne s'est jamais donné pour toujours. Et ça vaut aussi quand on est dans une situation difficile. La situation difficile que traverse notre pays n'a pas vocation à être éternelle. Évidemment. La France en a vu d'autres. Comment est-ce que vous réagissez aux pressions allemandes sur la façon dont la France organise sa relance, notamment ces accusations du commissaire européen allemand Oettinger, qui qualifie la France d'un pays récidiviste, déficitaire récidiviste. Comment est-ce que vous réagissez à ces pressions-là? D'abord, ces propos n'engagent que lui, et y compris la Commission européenne a rapidement réagi pour dire que ce n'était pas la position de la Commission. Par ailleurs, moi qui suis un fervent européen, je n'accepte pas qu'on puisse parler comme ça d'un pays et d'un peuple, en traitant un peuple entier de récidiviste. L'Europe, pour poursuivre dans cette métaphore-là, elle n'a pas besoin de procureurs, elle a besoin de projets, elle a besoin de croissance, et elle a besoin aussi d'utopie. Et donc ce genre de propos, honnêtement, ne font pas du tout avancer le schmilblick, ni pour le sujet en cause qui est le budget, ni pour la construction européenne et pour ce qu'il est encore permis d'appeler le rêve européen. D'accord, mais au-delà du mot peut-être mal choisi, c'est vrai qu'on est en déficit depuis plus de 40 ans. Mais la France n'est pas le seul pays à avoir des tient pas nos objectifs structurelles. D'accord, mais on ne tient pas nos objectifs, on passe notre temps à demander des délais. On peut dire que c'est ce qu'il faut faire et que c'est bien, le justifier, mais il y a un fond, une réalité. Il est normal, d'une part, qu'en Europe, avec une monnaie unique, il y ait par ailleurs des règles à respecter en matière budgétaire. Et moi, je fais d'ailleurs partie de ceux qui pensent qu'il faut aller beaucoup plus loin dans l'intégration économique de l'Europe et de la zone euro pour commencer. Après, quand
il y a une situation extraordinairement difficile pour un pays. Les traités prévoient, les traités européens prévoient qu'il puisse y avoir des modalités pour atteindre les résultats. Et l'Allemagne, quand elle a fait ses réformes sous M. Schröder, a aussi profité d'un certain nombre de reports, d'un certain nombre d'aménagements. Donc il faut regarder de manière extrêmement lucide la situation. Ça vaut pour nous, mais ça vaut aussi pour l'Europe. Et chacun doit faire sa part du chemin là-dessus. Vous avez rappelé le nom de Schröder, l'ancien chancelier allemand. C'est probablement l'homme de gauche que la droite française préfère. Vous le voyez comment, vous, dans ce paysage? Il fallait les faire, ces réformes, il a eu le courage. Il manque un Schröder français. Comment est-ce que vous diriez? Ouais, encore une fois, il y a des choses qu'il fallait faire, et notamment pour rendre l'économie plus performante, pour consolider le tissu économique. Après, toutes les réformes qui ont conduit à un affaiblissement de la protection, qui ont précarisé, je veux dire, il faut regarder ce que c'est qu'un mini-job. Quand vous bossez pour quelques euros par heure, quand vous êtes... la précarité, aujourd'hui, des économistes allemands le constatent. Les mères célibataires qui n'arrivent plus à élever leurs enfants, qui sont dans des galères permanentes, franchement, personne ne peut souhaiter ça, ni pour la France, ni pour un autre pays européen. Mais comment on allège le coût du travail sans diminuer le niveau de protection? Aujourd'hui, on a un enjeu d'abord de monter en gamme de notre économie. Et si vous pensez qu'on va durablement réussir à concurrencer les pays asiatiques sur le coût du travail et la rémunération, honnêtement, ce n'est pas la bonne stratégie économique. Encore une fois, regardez en Allemagne, c'est très paradoxal. Ceux qui sont mal payés sont à l'abri, sont dans le secteur des services, sont dans le secteur qui est à l'abri de la mondialisation. Et la partie de l'économie allemande qui exporte et qui est présente dans le monde est aussi celle qui verse les meilleurs salaires. Donc ça prouve bien qu'on peut être dans la mondialisation avec un modèle performant, à condition de faire les meilleurs produits, à condition de faire la meilleure innovation, et que dans ce cas-là, il y a à la fois de la création d'emplois dans le pays et une stratégie de projection. Et c'est ça qu'on doit réussir à construire. Vous êtes vous-même un Européen convaincu. On pourrait rappeler cette association ou ce groupe de pensée à gauche en Europe. Lorsque vous voyez que l'enthousiasme européen, c'est le moins qu'on puisse dire, tend à s'affaiblir, qu'en Grande-Bretagne, les eurosceptiques, voire les anti-européens, ont le vent en poupe, en France également, idée fragilisée, cette Europe dont vous rappelez, voilà, plus d'intégration et tout, manque de chance, les peuples n'en veulent pas. C'est normal. L'Europe est trop abstraite aujourd'hui. Elle ne parle pas. Et pour qu'un projet politique comme ça entre dans le cœur des gens, encore faut-il s'adresser au cœur, aux âmes. Et donc il faut des projets là-dessus. Moi je suis convaincu par exemple que l'Europe doit être une réalité pour tous les jeunes. Et ça n'engage que moi. C'est Erasmus. Il y a Erasmus, mais Erasmus est réservé à une petite élite qui de toute façon, dans ses parcours ensuite, aura l'expérience européenne et internationale. Il faut que tous les jeunes dans l'Europe entière puissent passer avant leurs 20 ans, 6 mois dans un autre pays de l'Union à travers les cursus, quelles que soient par ailleurs les études qu'ils font ou qu'ils ne font pas. Et si on veut, encore une fois, que l'Europe soit une réalité, il faut que ça se traduise partout. Les politiques n'en ont pas assez parlé, ont peur aujourd'hui d'en parler de cette Europe? Il y a aujourd'hui, je pense, un manque de rêve européen, un manque de projection, et ça, c'est incontestable, et ça se voit. L'Europe, elle est forte quand elle avance, et quand, en permanence, elle propose des choses, à la fois concrètes, mais aussi avec un horizon. Lorsque Jean-Claude Juncker annonce 300 milliards d'investissements en Europe, est-ce que vous fondez quelques espoirs sur cette annonce? Est-ce que vous pensez que ça va se concrétiser? Parce que ce type d'annonce se multiplie en Europe et jamais, en fait, on ne voit la concrétisation du projet. Cette fois, c'est indispensable. Ça fait presque 25 ans que Jacques Delors, dans un grand livre blanc, avait dit il faut l'Europe des projets, il faut l'Europe des infrastructures, l'Europe des grands équipements. Alors qu'est-ce qui permet aujourd'hui d'y croire? Il y a une nouvelle commission qui s'installe, donc on va voir. Je veux dire, moi je ne dis pas ça se fera pas. On ne va pas faire de procès d'intention a priori. Il faut regarder ça, il faut que ce soit des projets extrêmement innovants, avec ce qu'on appelle l'effet de levier, pour que derrière ça porte de la croissance, que ça porte de l'innovation. Et 300 milliards d'euros, si ça se fait, ce sera une avancée très importante. Il faut décliner ensuite les choses secteur par secteur, regarder exactement ce qu'il en sera. Ce qui est certain, c'est que l'Europe ne peut pas avancer sans avoir une stratégie économique, une stratégie politique. C'est aussi ce que j'ai rappelé au Conseil européen des ministres du commerce vendredi. Il faut qu'on intègre l'ensemble de nos outils, y compris à l'export, dans une stratégie globale, offensive. Et l'Europe est une force économique, mais elle ne parle pas assez d'une seule voix et elle ne se projette pas assez.
Mais alors concrètement, comment ça va se passer, ces 300 milliards? Est-ce que la France aura sa part? Est-ce que vous-même, vous êtes déjà en train de voir ce que vous voulez en obtenir et comment? Chaque pays regarde. Et ça, c'est évidemment important que chaque pays puisse porter des projets. Mais il ne faut pas simplement que ce soit des subventions versées au pays. Il faut des projets européens qui ensuite tirent la croissance européenne. Donc il faut des projets communs. Et regardez ce qui s'est passé dans l'espace là récemment. C'est un projet européen magnifique. Il en faut des dizaines des comme ça. Pardon de vous couper la parole, mais sur l'antenne de RFI, sur celle de TV5 Monde, voici le flash d'information, alors que vous étiez en train de saluer ce beau succès de l'Europe spatiale. On y revient, mais d'abord le flash d'information. Au tour international, nous recevons aujourd'hui le ministre du Commerce extérieur, du Tourisme français et donc des Français de l'étranger, Matthias Fekl. Et une question tout de suite de Virginie Malingre sur les relations entre l'Europe et les États-Unis avec cet accord. Vous étiez vendredi à Bruxelles, je crois, pour continuer les négociations sur le traité de libre-échange États-Unis-Europe. On a vu au moment des élections européennes que c'était un sujet qui cristallisait beaucoup d'opposition en France et en Allemagne notamment. Qu'est-ce que vous répondez, qu'est-ce que vous dites à ces anti-TTIP pour les convaincre ou pas que ce traité peut apporter quelque chose à nos pays? Et que notamment il est équilibré, il n'est pas déloyal pour l'Europe. Non mais surtout, qu'est-ce qu'il apporte concrètement? Il faut d'abord poser le débat. Et ma première décision, au lendemain de ma nomination, a été de faire la transparence. Madame Brick avait le gouvernement français a été le premier à demander la publication du mandat de négociation. Nous avons enfin obtenu gain de cause au mois d'octobre. Et ça doit être un début. Et je suis en train, avec d'autres, de construire tout un agenda de transparence. Comment rendre compte devant le Parlement? Comment associer la société civile? Et dans le comité de suivi stratégique de cet accord, qui a été mis en place par Madame Brick, moi j'ai décidé de le réformer. La société civile, les ONG, les syndicats, les fédérations professionnelles en font maintenant officiellement partie. Je les réunis au Quai d'Orsay pour leur rendre des comptes. Et il faut qu'on travaille sur l'ensemble des sujets. Il faut avoir davantage d'informations, pas donner l'impression qu'il y a des négociations secrètes. Rien ne serait pire que cela. Il faut plus d'études économiques, plus d'études d'impact, plus d'évaluation. Ça, c'est la méthode. Ça, c'est la méthode. Et sur le fond, il y a une négociation qui est en cours, qui d'ailleurs a peu avancé dans le courant de l'année 2014, parce qu'il y avait les midterms aux États-Unis, parce les élections de mi-mandat, pardon. Je parlais chaîne francophone, je parlais en français. Les élections à mi-mandat, il y avait une commission qui était en fin de mandat aussi du côté européen, donc il y a eu très peu d'avancées. Mais il y a toute une série de sujets qui sont aujourd'hui sur la table et sur laquelle la France a des intérêts très offensifs. Comment est-ce qu'on défend mieux notre agriculture, nos indications géographiques, pour qu'elles soient reconnues aux États-Unis? Comment est-ce qu'on évite aux entreprises françaises et européennes d'avoir de la double paperasse, des doubles contrôles, des doubles formalités? Comment, évidemment, est-ce qu'on défend nos choix collectifs, nos services publics? Donc tout ça est sur la table dans une négociation au long cours qui est actuellement en train d'être menée. Et au chapitre des biens culturels, par exemple? Donc la France a des demandes que ne partagent pas tous les États. Oui, mais qu'elle a réussi à intégrer dans le mandat de négociation pour le respect de la diversité culturelle. La France y est très attachée de très longue date et elle continue à l'être. Ça vaut pour les services publics, ça vaut pour un certain nombre de secteurs comme ça, la protection sociale, et où le mandat de négociation est très clair. Donc il y a à la fois certaines craintes que moi je comprends parfaitement, et c'est pour ça qu'il faut poser les débats, poser les informations, et d'autres qui ne me semblent pas fondées. Mais en même temps, on est dans une négociation, cette négociation elle n'est pas finie, et donc l'importance et pour la France et pour l'Europe, c'est d'être à l'offensive, de ne pas rentrer dans une négociation en s'excusant d'exister ou en bradant ses intérêts, et de dire voilà, sur un certain nombre de sujets, nous voulons obtenir des avancées. Vous parliez de l'agroalimentaire. En fait, derrière l'image du capitalisme, du libéralisme américain, il y a un protectionnisme réel, très difficile d'exporter sur place. Les agriculteurs ou les transformateurs ne sont pas reconnus. Est-ce que la réciprocité, est-ce qu'on dira bah, tiens, vous ne voulez pas de tel ou tel produit, est-ce que l'Europe pourrait faire la même chose? Les Européens sont divisés sur la réponse. Nous, on plaide depuis longtemps pour la réciprocité, mais vous avez raison de dire que le Conseil européen, aujourd'hui, là-dessus, est divisé. Mais les États-Unis, qui prônent le libéralisme beaucoup sont très protectionnistes en termes de vocabulaire, etc., sont parmi les pays les plus protectionnistes du monde. Une entreprise de charcuterie peut aujourd'hui exporter aux États-Unis. Voilà, tout est dit. Le trafic aérien, le trafic maritime interne aux États est fermé.
aux entreprises européennes les marchés publics à tous les niveaux, que ce soit national, que ce soit au niveau des États fédérés. Donc on peut dire réciprocité, vous voulez pas... Ce qui veut dire que nos entreprises ne peuvent pas aller équiper en tramway, en bus, etc., des villes américaines. Là, on a des intérêts très importants. Et aujourd'hui, ce sont des choses... Elles ont des Elles y contrats, vont, mais c'est extrêmement compliqué. Boston, c'est extrêmement compliqué et c'est minoritaire. Dans les négociations avec le Canada, il y a eu des avancées là-dessus très importantes qui aujourd'hui ne sont pas au rendez-vous avec les États-Unis. Donc nous suivons cela de près. Et la France... Et il y aura réciprocité ? Mais ça, on verra. La négociation n'est pas conclue. Donc moi, je ne vais pas vous dire oui, tout sera formidable dans cet accord. On le verra quand les négociations progressent. Mais on se bat aussi pour qu'il y ait un règlement sur la réciprocité au niveau communautaire, pour que l'Europe puisse fermer ses marchés publics à des entreprises venant de pays qui font pareil. C'est quand même la moindre des choses. Alors, les États-Unis continuent d'insister pour leur part à ce qu'il y ait une clause concernant les tribunaux d'arbitrage. Quelle est la position de la France par rapport à ce sujet ? Et les Européens font-ils front commun là-dessus ? La France est très réservée sur ce sujet. Ça permettra donc aux investisseurs de poursuivre des États. C'est en faveur de la protection des investisseurs. Ils peuvent déjà le faire et de nombreux accords le prévoient. Mais la France a émis des réserves très fortes et pour les négociations avec le Canada et pour les négociations en cours avec les États-Unis. Mais l'Europe, là-dessus, n'est pas aujourd'hui unie, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc notre travail, c'est aussi de construire des positions européennes, d'essayer d'être à l'offensive. Moi, je travaille beaucoup avec mon collègue allemand sur ce sujet, avec d'autres États aussi qui sont dans le même état d'esprit que nous. C'est un travail très compliqué, très sensible, travail au long cours, mais sur lequel la France ne lâchera pas. Alors on parle beaucoup donc, du commerce extérieur avec ce déficit, on le rappelle l'année prochaine, l'année dernière, autour de 60 milliards d'euros. Il y a un secteur qui marche bien dans votre portefeuille ministériel, c'est le tourisme. La France, première destination mondiale. Alors là, on pourrait se dire formidable et il faut entretenir ça. Sur la question, par exemple, du travail de dimanche, dont le patronat dit que ça pourrait créer beaucoup d'emplois, vous pensez que c'est une piste pour améliorer encore l'offre touristique de la France ? Il y a une concertation qui est en cours actuellement là-dessus. Moi, je considère que le travail du dimanche doit demeurer l'exception et le repos dominical doit demeurer la règle. Après, quand on regarde situation par situation, il y a un certain nombre de communes, un certain nombre de zones touristiques qui demandent des adaptations. Moi, je considère qu'il faut évidemment regarder ça, voir ce que va donner la concertation et qu'il faut respecter à tout prix deux principes. Le premier principe, c'est celui du volontariat. Ne travaille le dimanche que ceux qui le souhaitent. Et après, il faut s'assurer que dans la réalité, ce soit du vrai volontariat. Parce que c'est facile à dire, dans la réalité de la vie des entreprises, ce n'est pas toujours le cas. Et il faut qu'il y ait des compensations très fortes. Parce que le travail du dimanche n'est pas banal, ce n'est pas un jour comme un autre. Il faut qu'il y ait un jour où on peut faire autre chose que de travailler. Donc si des dérogations doivent être là-dessus étendues, elles doivent le faire. Elles doivent être faites dans l'état d'esprit que je viens d'indiquer et certainement pas de manière généralisée. Donc doubler le salaire quand on travaille le dimanche ? Par exemple. Et selon vous, ça pourrait susciter quelle proportion de création d'emplois ? Je crois que le MEDEF va jusqu'à 100 000 emplois créés dans ce secteur. Le MEDEF dit beaucoup de choses. Le MEDEF, à travers M. Gattaz, a promis aussi 1 million d'emplois. Et puis dès qu'il s'agit de passer à l'action, il se rend compte, comme tout le monde, que les choses sont plus compliquées que cela. Vous savez, le MEDEF, il faut toujours regarder précisément... Les patrons français. Oui, ce sont certains patrons français. Parce que quand vous allez dans la réalité des territoires, il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas tellement représentés par ce que dit M. Gattaz à telle ou telle occasion. Donc il y a une concertation en cours avec le MEDEF et avec les partenaires sociaux, côté patronal et côté salarial. Et il faut attendre le résultat de cette concertation avec les critères que j'ai indiqués. Mais vous avez une évaluation ? Vous savez combien d'emplois ça pourrait créer ? Moi, je ne reprendrai pas à mon compte aujourd'hui d'évaluation. Je considère qu'il n'y a pas d'évaluation que moi je peux reprendre à mon compte. Mais on sait très bien que zone par zone, il y a un certain nombre de besoins. Ça, on le sait. Et je ne nie pas cette réalité économique-là. Mais l'évaluation globale comme ça, qui promet monts et merveilles à travers les réformes, franchement, moi, j'y crois pas. Et les Français non plus. Virginie Malingre, Le Monde. Laurent Fabius a été très offensif sur le travail du dimanche au boulevard Haussmann, notamment là où il y a les grands magasins, le Printemps et les Galeries Lafayette. Et la mairie de Paris y est nettement moins favorable. Donc, on va où ? Et je vous ai dit, il y a une concertation en cours là-dessus. Et je pense que tout le monde est d'accord sur ces critères qui ont été indiqués, les compensations, la volontariat, le respect de la concertation. Et donc, ça va se résoudre dans les semaines qui viennent. Autre terme de votre
périmètre ministériel, je le disais, outre le commerce extérieur, le tourisme, il y a ce qu'on appelle les Français de l'étranger. Alors on va en parler, ils participent relativement peu à la vie démocratique de la France lorsqu'ils pourraient participer aux élections. Mais il y a un autre débat. Ces jeunes Français diplômés qui quitteraient la France parce qu'il n'y a pas d'avenir en France et qui vont tenter l'aventure internationale. Le fait qu'ils partent, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous ? Il y a eu un travail au Parlement très approfondi sur ce sujet. Moi, j'ai été auditionné, donc j'ai participé. Alors, il y a un certain nombre La droite dit qu'on peut partir parce que ce pays est bloqué. Pas toute la droite. Quand vous regardez les contributions, notamment de M. Lefebvre, par exemple, c'est beaucoup plus mesuré, nuancé et, à mon avis, proche de la réalité que certaines postures qui existent ici ou là. Lefebvre, qui est député des Français d'Amérique du Nord. Et qui a participé aussi à cette commission. Avec M. Gallu, avec beaucoup de parlementaires qui y ont travaillé. Et quand on regarde en détail, encore une fois, c'est plus précis. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, il y a un nombre faible qui existe de gens qui sont des exilés purs et simples, exilés fiscaux. Dessus, il faut agir. C'est insupportable et c'est une entaille au pacte républicain. Mais ça, c'est quelques centaines de cas. Le reste, les 2,5 millions de Français de l'étranger sont un atout extraordinaire pour nous. Moi, j'ai été Français de l'étranger pendant la moitié de ma vie à ce jour. Et franchement, c'était dû à mes parents. Mais c'est des projets de vie, c'est des projets professionnels. Votre père allemand, votre maman française. Oui. Les Français de l'étranger, ils vont à l'étranger parce qu'ils ont des projets, parce qu'ils veulent faire rayonner notre pays, parce que parfois ils sont engagés de par leur vie dans des aventures au meilleur sens du terme. Qu'est-ce qu'on fait pour valoriser cette présence des Français à l'étranger ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour... D'abord, il faut arrêter de donner une image caricaturale. Ce sont nos premiers ambassadeurs. Et il faut arrêter de faire des amalgames comme ça. Et puis il faut sortir aussi de ce débat sur l'exil, etc. La mobilité internationale pour un pays, c'est une force. Les Français de l'étranger, ils partent et puis souvent ils reviennent. Ils n'ont pas vocation à rester forcément Français de l'étranger toute leur vie. Donc, mais est-ce qu'on fait suffisamment en France pour bien accueillir les gens au retour ? Ce qui d'ailleurs pourrait encourager les gens au départ en se disant qu'après ils prennent de la valeur ajoutée. Quand ils reviennent, c'est valorisé. Il y a beaucoup de travaux en cours là-dessus. Pour le coup, dans le quinquennat précédent, c'était absolument désastreux, notamment pour les étudiants. Circulaire Guéant, qui a rejeté purement et simplement, qui a stigmatisé les étudiants. Donc on est revenu sur tout ça avec le gouvernement. On travaille aussi pour la délivrance de visas. M. Fabius a souhaité que, par exemple, en Chine, les visas pour les touristes puissent être délivrés en 48 heures, ce qui a augmenté de manière significative sur cette partie de l'année les flux de touristes. Donc on a une politique d'hospitalité à bâtir, évidemment. Mais la mobilité internationale, aujourd'hui, c'est une réalité. Et pour un pays, c'est une force. Aucun pays ne pourra s'en sortir durablement en se repliant sur lui-même, en voulant se fermer et en construisant tout autour de lui des lignes Maginot. Il suffit de regarder un tout petit peu en arrière vers l'histoire pour voir ce que deviennent les lignes Maginot. Elles sont assez vite dépassées et franchies. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'on est dans un contexte de réduction des dépenses globales. Quel impact ces réductions de dépenses peuvent avoir sur les Français de l'étranger ? On parle de réduction de prestations sociales, par exemple. Alors là-dessus, nous regardons ça de très près. Les Français de l'étranger, comme tous les Français, évidemment, sont mis à contribution. Mais nous savons aussi qu'être Français de l'étranger, ça implique parfois un certain nombre de complexités supplémentaires. Donc moi, je suis très attentif à ce que toute la démarche de simplification qui est portée aujourd'hui par Thierry Mandon auprès de Manuel Valls s'applique aux Français de l'étranger. On travaille ensemble là-dessus. Il y a des mesures qui sont faites, comme par exemple la fin de ce qu'on appelle la double comparution pour la délivrance des passeports. Il y a... Ben oui, mais ça change concrètement. Ça, oui, mais par exemple, sur la scolarité, il y sur la scolarité, gratuité de la scolarité. Oui. On est revenu là-dessus. Pourquoi ? Parce que c'était injuste. La gratuité généralisée pour des gens qui peuvent parfaitement contribuer aux frais de scolarité n'avait pas de raison d'être. Voilà les entreprises qui parfois financent mais bien évidemment, tout ça c'était du clientélisme électoral. Nous, ce que nous avons fait, c'est de bâtir, c'est Mme Conway qui a fait ça, une de mes prédécesseurs, de travailler sur une réforme qui soit juste. Nous augmentons dans le budget de cette année la ligne qui est consacrée aux bourses scolaires. Elles sont attribuées sur critères sociaux pour que ça corresponde à une réalité. Il n'y a aucune raison de faire ça sans tenir compte du potentiel de chacun. C'est Nicolas Sarkozy qui avait introduit cette gratuité, on le rappelle. Oui, mais alors là, nous assumons parfaitement de revenir dessus, encore une fois, en regardant les situations dans leur réalité, pour qu'aucun jeune Français de l'étranger ne reste sur le bord du chemin ou rencontre une impossibilité d'être scolarisé. Donc vous vous engagez une augmentation des bourses ? C'est le cas du budget qui est aujourd'hui en discussion devant le Parlement, avec un budget pour les bourses
qui est en hausse, ça ne veut pas dire que les bourses individuelles vont augmenter, ça veut dire qu'il va y avoir plus de délivrances qui vont être possibles. Encore une fois, dans le contexte que nous connaissons, avoir un budget des bourses qui est en hausse, c'est une priorité du gouvernement et c'est une mesure très importante qui a été voulue justement parce que nous savons qu'il y a des situations difficiles et que nous souhaitons que les Français de l'étranger, les jeunes Français de l'étranger puissent être scolarisés dans les meilleures conditions. On parle un peu politique, si vous voulez bien. Donc, vous avez succédé à Thomas Thévenoud, qui peut-être restera dans la petite histoire de la République française comme celui qui est resté une dizaine de jours, ministre, votre prédécesseur, donc du commerce extérieur. Il y a à nouveau un ministre qui a été sorti du gouvernement, qui a été démissionné en quelque sorte, Kader Arif, un nouveau départ, il y a eu Cahuzac, etc. Comment est-ce que vous jugez ce contexte, la gauche qui devait être un élément d'identité morale? Ça ne marche pas très fort. Moi, ce que je note, c'est que M. Arif, qui bénéficie de la présomption d'innocence, a démissionné pour pouvoir se défendre. Et donc, cette décision fait qu'il n'est plus aujourd'hui au gouvernement. L'exemplarité, c'est ça. C'est-à-dire que quelqu'un est mis en doute, en accusation, il part. Mais il part pour pouvoir se défendre. Et encore une fois, comptez pas sur moi. Moi, je ne sais pas ce qu'il a dans le dossier. Il a le droit de se défendre. Il a le droit de bénéficier de la présomption d'innocence. Et il a pris la décision de ne plus être au gouvernement, justement pour pouvoir assurer sa défense. Alors, vous êtes un jeune ministre, je le disais au début de l'émission, 37 ans, parcours d'excellence, les grandes écoles françaises, etc., etc. Vous vous retrouvez dans un gouvernement l'un des plus impopulaires de l'histoire. C'est un changement de registre un peu fort. Comment est-ce que vous vivez le fait d'être dans une équipe qui n'est pas soutenu par l'opinion publique? Quand on s'engage dans la vie publique, avec tout ce que ça implique en termes de choix de vie, en termes de passion aussi, mais de choix, c'est pour agir. Et aujourd'hui, j'ai cette chance-là au gouvernement de pouvoir agir, de pouvoir travailler. Et ensuite, évidemment, on écoute. Moi, je passe beaucoup de temps sur le terrain, et y compris, évidemment, en Lot-et-Garonne, chez moi, pour être en permanence avec... Dans le sud-ouest de la France, oui. Mais oui, dans le sud-ouest de la France, où les gens me parlent. Moi, j'ai des liens extrêmement forts et qui me disent, et puis y compris qui me mettent des coups de pied où il faut quand ça ne va pas. Mais bien sûr, mais ça, c'est normal. Et tout ça, il faut le garder. Rien n'est pire que de s'enfermer dans la bulle parisienne, là, loin de tout. Et l'ensemble du gouvernement est dans cet état d'esprit-là. Donc on entend, évidemment, cet état d'esprit, les difficultés. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut renoncer, bien au contraire. Comment ça se fait? Parce que le candidat Hollande mettait en avant l'exemplarité. Comment on en est arrivé à ce point-là avec ces démissions en série? Est-ce qu'il n'y avait pas des enquêtes à faire au préalable avant de nommer les gens? Ça ne vous étonne pas un petit peu qu'on en arrive, fiscal, comme on dit. Qu'on en arrive à ce stade? J'ai beaucoup travaillé sur ça quand j'étais à l'Assemblée nationale. Et sur proposition du président de la République, a été voté en France le dispositif en matière de contrôle parmi les plus poussés dans tout le monde des démocraties. Mais il y a des enquêtes qui sont faites. Le président de la République a demandé au président de la Haute Autorité sur la transparence s'il y avait lieu d'aller encore plus loin dans les contrôles. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'un certain nombre de sujets sortent sur la place publique précisément parce qu'il y a des contrôles. Il n'y a pas aujourd'hui plus de gens mis en cause parce que les gens sont plus pourris. Il y a plus de gens mis en cause parce qu'il y a plus de contrôles. Et ça, on le doit à l'action de cette majorité qui a voté la mise en place de cette haute autorité sur la transparence, et qui fait maintenant publier un certain nombre de déclarations sur les conflits d'intérêts, sur les patrimoines. Votre prédécesseur et sa phobie fiscale, il n'y avait pas moyen de détecter ça avant de le nommer ? Aujourd'hui, rien ne le permet dans la loi. Et il faut peut-être aller plus loin, ça c'est possible. Ça existe. Fiscal qu'on évoquait à l'instant, avant de nommer un ministre, il est blanc-bleu, on est sûr. Pardon ? Ça ne me paraît pas une mauvaise idée, mais encore une fois, ce n'est pas aujourd'hui le cas. Mais il y a des contrôles qui se font maintenant dès la nomination. Avant, il n'y avait pas de contrôle. C'est ça la vérité. Et maintenant, parce que nous l'avons souhaité... On peut le faire avant, peut-être. Oui, peut-être, mais moi j'exclus pas qu'il faille aller là-dessus plus loin. Mais ces contrôles-là, qui maintenant existent, qui sont très approfondis de la part de la haute autorité, sont un progrès très important à un moment où il y a une crise de confiance généralisée dans notre démocratie à tous les étages du pays. Alors, Mathilde Féckel, vous avez également travaillé sur l'idée des primaires. Qui n'ont pas si mal réussi à François Hollande. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une famille politique, on fait des primaires et celui qui les gagne donc, va à l'élection. Et donc, François Hollande a été élu. Il y a un débat actuellement de savoir si le président sortant, François Hollande, doit se plier à des primaires. À nouveau, donc vous avez porté l'idée, doit à nouveau y retourner, si je puis dire, en 2017. On va avoir une réponse à cette question. Vous dites oui, il faut y retourner
Avec Olivier Ferrand et Terra Nova, j'ai été le premier en 2008 ça, je l'ai dit. à proposer les primaires. Et à l'époque, tous ceux qui aujourd'hui considèrent que c'est absolument une idée formidable, etc., trouvaient que ça allait tuer le parti, que vraiment c'était la fin du monde, etc. Donc moi, je suis très à l'aise pour parler des primaires. Mais franchement, vous croyez que c'est le sujet aujourd'hui? Non, mais on l'anticipe. À 2 ans et demi. L'un de vos collègues au gouvernement, Mandon, dit lui-même il faut qu'il y ait des primaires. C'est pas nous qui inventons ça. Je vous ai rappelé que j'avais toujours porté cette idée. Vous la portez toujours. Je considère qu'aujourd'hui, ce n'est pas le sujet pour le gouvernement de se demander qui sera candidat en 2017 ou ne le sera pas. Franchement, travaillons et puis ensuite avançons. La question, on ne peut pas être en campagne permanente. Non, mais c'est pas la question de savoir qui sera candidat ou pas, c'est sur le principe. Bien évidemment, vous voyez bien que si on ouvre le débat maintenant, on assiste à une espèce d'accélération permanente de la vie politique française. C'est déjà suffisamment compliqué d'agir aujourd'hui à l'ère qui est la modernité, tout simplement, avec l'info permanente et une info chasse l'autre, etc. Si en plus, au bout de 2 ans, on est déjà à se demander comment on va faire pour la suite. Je rappelle que l'un de vos collègues, et c'est pas un journaliste, Mandon, a dit oui, il faut qu'il y ait des primaires pour François Hollande en 2017. Donc on n'est pas mal intentionnés, les journalistes. Je vous ai répondu que j'avais été parmi les premiers à porter cette idée. Je crois qu'aujourd'hui, on doit surtout travailler, faire avancer les choses. Qu'est-ce que vous pensez sur le principe d'avoir un président sortant qui se soumette à une primaire? Sur le principe, en théorie, qu'est-ce que vous en pensez? Sur le principe, tout est possible, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est pas le sujet. Et moi, je suis pas un commentateur de la vie publique. J'ai des missions, j'ai une responsabilité qui m'a été confiée et par le président et par le Premier ministre, et j'essaye de travailler là-dessus. Donc il n'y a pas matière à s'opposer au fait que le président sortant soit soumis à une primaire. Je vous ai répondu, et sur les principes, que j'ai été encore une fois parmi les tout premiers à porter, et sur ce qu'impose aujourd'hui l'actualité politique, l'actualité économique. Qu'est-ce que vous pensez de cette vie politique française maintenant que vous êtes à l'intérieur du gouvernement, notamment, je le disais tout à l'heure, cette impopularité? Qu'est-ce qui ne marche pas? Vous l'avez vu de l'extérieur, qu'est-ce que vous disent les gens sur le marché? Pourquoi est-ce qu'il y a cette difficulté relationnelle entre une équipe dirigeante, entre un président et le peuple français? Qu'est-ce qui ne marche pas? Moi, d'abord... Vous agissez, vous ne commentez pas. Il y a aussi des choses... Oui, non, mais on peut discuter. On est là aussi pour avoir un échange. Mais moi, je considère depuis longtemps que la Ve République, telle qu'elle existe aujourd'hui, elle rend les choses difficiles parce qu'en réalité, il est très difficile pour toute une série de corps intermédiaires de s'approprier les réformes. C'est vrai au Parlement, on a un Parlement plus faible que dans d'autres pays. On peut penser à l'Allemagne, on peut penser aussi à d'autres démocraties occidentales. C'est vrai pour les corps intermédiaires. Et le président de la République, quand il veut renforcer le Parlement, quand il veut renforcer le dialogue social dans notre pays, a raison. Parce que de croire qu'un homme ou une femme, quel qu'il soit, puisse comme ça, d'un coup de baguette magique, régler les problèmes du pays, ça n'existe pas. C'est pour ça que depuis longtemps, moi, je milite pour un renforcement du Parlement, pour qu'il y ait des débats là-dessus qui soient plus appropriés, pour un renforcement aussi du dialogue social, mais y compris au niveau de l'entreprise, pour renforcer la participation. On ne peut pas demander aux gens d'être responsables, de prendre leurs responsabilités et finalement ne pas les associer totalement aux décisions, comme c'est le cas trop souvent aujourd'hui dans les entreprises françaises. Et quand on parle beaucoup du modèle allemand, il y a une chose qui fonctionne redoutablement bien dans le modèle allemand, c'est la participation des salariés à tous les niveaux de l'entreprise. C'est vrai dans les grandes boîtes, mais c'est vrai aussi dans les PME. Donc il y a beaucoup de choses là-dessus à améliorer pour que partout, les gens se sentent dotés du pouvoir, se sentent responsables de leur vie et capables de maîtriser leurs choix. Ça appelle des réformes de fond démocratiques très importantes qu'il faut poursuivre. Vous pourriez être ministre en Allemagne? En théorie, oui. Mais... Ça aura un sens, justement, pour faire vivre cette idée européenne. C'est pas le choix que j'ai fait. Vous savez, c'est moi qui, en 4e, ai voulu redoubler ma 4e pour aller au lycée français et y apprendre à écrire le français. C'est moi qui ai voulu venir vivre en France, y étudier, y travailler. C'est moi qui ai voulu, ici, m'engager et être élu. Je suis un député français de 2012 à 2014. Aujourd'hui, je suis un membre du gouvernement français. Ça ne m'empêche pas d'avoir grandi en Allemagne, d'avoir aussi... cette culture-là, mais moi j'ai toujours fait le choix de la France. On est dans une année commémorative, une année de mémoire importante, donc 1914-2014, un ministre binational, ça a encore plus de sens pour vous? Vous portez quel message ou quel élément par rapport à cette mémoire? Ça, je ne sais pas, ce que je peux dire c'est que moi j'ai été très, très ému, très honoré, à la fois aux cérémonies du 11 novembre et en particulier au moment des 25 ans de la chute du mur, où j'ai représenté le gouvernement à Berlin. Bien sûr. Moi, j'étais à Berlin
pendant toute mon enfance, et d'être là 25 ans après, dans cette ville qui s'est réconciliée, qui était une ville déchirée, et qui était une ville aussi où on voyait ce que c'était que de vivre d'un côté dans une ville libre, de l'autre dans une ville qui ne l'était pas. C'est des choses qui m'ont beaucoup marqué et qui ont fait de moi, je crois, un Européen convaincu, fervent et lucide aussi sur les difficultés. Et on peut très bien se sentir profondément français et être à la fois profondément européen et convaincu que l'avenir passe par là. Merci Mathias Fekl d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes ministre en charge du commerce extérieur de la France, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Merci d'avoir été avec nous. Excellente suite de programme sur les antennes de RFI, sur celle au pluriel de TV5 Monde.